L'aube n'était même pas encore levée que Aminata Keïta avait déjà attaché son baluchon sur son dos. Une brume légère flottait au-dessus de Ségou, sa ville natale, caressant les toits de tôle et les orangers. Le chant lointain du muezzin se perdait dans les rues de terre rouge. Cela faisait 3 ans qu'elle n'avait pas vu son fils, Ibrahima, et aujourd'hui, elle prenait la route. Elle avait économisé pendant des mois, revendant des mangues, tressant les cheveux des voisines, acceptant chaque couture que la vie lui offrait. Son fils vivait désormais à Abidjan, et elle avait appris par la cousine de la voisine du quartier qu'il venait d'être hospitalisé après un accident de moto. C'était tout ce qu'il lui fallait pour se mettre en route. Aucun obstacle n'était plus grand que son amour maternel. Avant de partir, elle avait posé ses mains sur les murs en banco de sa maison. Une bénédiction silencieuse. Puis, elle avait fermé la porte à double tour, glissant la clé dans le pot en fer derrière la cour. Son voisin, vieux Baba, veillerait sur la maison. Son premier transport fut un car bondé, aux banquettes étroites et aux vitres poussiéreuses. Elle avait trouvé une place entre une vieille vendeuse de gâteaux de Mille et un jeune homme au casque autour du cou. Le moteur toussa, gronda, puis le car s'ébranla en soulevant un nuage de poussière. Aminata ne dit rien. Elle serra juste plus fort la photo chiffonnée de son fils, qu'elle gardait précieusement dans sa poche. Le voyage venait de commencer. Mais elle ne savait pas encore qu'au bout des 800 kilomètres, ce ne serait pas la joie des retrouvailles qui l'attendrait, mais l'impossible. Le soleil était à peine levé que la chaleur envahissait déjà le car. Le ventilateur du plafond, rouillé et grinçant, ne faisait qu'agiter l'air brûlant comme pour se moquer des passagers. Aminata gardait les yeux rivés sur la route, une fine goutte de sueur glissant le long de sa tempe. Ses mains tenaient un petit chapelet en bois, cadeau de son défunt mari, qu'elle faisait glisser lentement entre ses doigts calleux. À ses côtés, la vieille vendeuse de gâteaux l'observait du coin de l'œil. « C'est où que tu vas, maman ?» lui demanda-t-elle d'une voix douce. « Abidjan » répondit Aminata sans détourner le regard. « Ah, tu vas loin. Tu y as des enfants ?» Elle hocha la tête. « Mon fils. Ibrahima. Il est blessé. » La femme ne posa pas plus de questions. Elle se contenta de lui offrir un petit sachet de beignets encore tiède. Le car s'enfonçait dans la brousse, traversant des villages au nom presque effacés, des marchés poussiéreux où les vendeurs tendaient des bananes et des sachets d'eau, des checkpoints où des policiers blasés faisaient signe d'avancer sans même regarder. À chaque arrêt, Aminata resserrait le nœud de son pagne, rangeait mieux son baluchon et s'assurait que la photo d'Ibrahima était bien là. Après plusieurs heures, les roues du car s'embourbèrent dans un trou boueux. Les passagers durent descendre. Certains râlaient, d'autres rigolaient en s'épongeant le front. Aminata, elle, resta silencieuse. Elle descendit, leva le pagne pour ne pas le salir et aida à pousser le car, son corps solide résistant au choc du métal sous ses paumes. Un jeune homme l'aida à remonter, impressionné par sa force. « Maman, t'es plus solide que nous tous ici. » Elle sourit pour la première fois de la journée, révélant des dents abîmées mais sincères. « Quand c'est pour ton enfant, tu oublies que tu es vieille, » dit-elle simplement. Le car redémarra en cahotant, avalant encore des kilomètres, avalant des heures. La route continuait. Infinie. Mais à l'horizon, un barrage militaire l'attendait. Et derrière ce barrage, l'ombre du destin. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, écrasant tout de sa lumière blanche et cruelle. Le car ralentit soudainement. Une file d'attente s'étendait devant eux. Camions, bus, motos et quelques piétons sous les arbres brûlés par le soleil. Le chauffeur, un homme râblé à la moustache fine, jura entre ses dents. « Barrage militaire » murmura-t-il. Le silence tomba aussitôt dans le car. Aminata fronça les sourcils. Elle connaissait ce type de silence. Celui qui plane avant l'inattendu. Celui des routes africaines, où tout peut basculer sans prévenir. 2 soldats s'approchèrent. L'un, jeune et nerveux, portait un uniforme froissé et tenait son fusil comme s'il voulait qu'on sache qu'il savait s'en servir. L'autre, plus âgé, aux yeux durs et sans expression, tapait de la main sur les portières comme pour marquer son territoire. « Vos pièces d'identité » aboya-t-il. Une agitation fébrile s'empara du car. Des papiers chiffonnés sortirent des sacs, des portefeuilles cachés sous les vêtements, des explications commençaient déjà à voler. Aminata tendit calmement sa carte nationale, un vieux document plastifié, à moitié effacé par le temps. Le soldat la fixa longtemps. Trop longtemps. « Tu vas où, vieille mère ?»« À Abidjan. Mon fils est malade. »« Tu as un laissez-passer ?» Elle cligna des yeux. « Un quoi ?» Le soldat souffla, exaspéré. « Tu ne sais pas que la route est fermée ? État d'alerte. Personne ne passe sans autorisation écrite. » Un frisson parcourut son dos. « Mais, j'ai fait tout ce chemin. S'il vous plaît, je dois voir mon fils. » Il détourna les yeux,
indifférent. Pas mon problème. Le chauffeur revint. Chef, on peut au moins passer les passagers avec des urgences? Le soldat fit non de la tête. Ordre du commandement. Même les ambulances ne passent pas aujourd'hui. Aminata sentit son cœur se nouer. Bloquée. Après plus de 600 kilomètres, elle était là, sous un soleil de plomb, interdite de passage par une barrière et un fusil. Elle s'assit lentement sur une pierre au bord de la route, son baluchon posé à ses pieds. Elle ne pleura pas. Mais dans ses yeux, une tempête silencieuse grandissait. Le soleil n'avait pas bougé. Il semblait même s'être figé au-dessus d'eux, pesant, moqueur, implacable. Autour du barrage, les passagers bloqués s'agitaient. Certains pestaient, d'autres parlementaient, un vieux homme priait à voix basse en direction de l'est. Aminata restait assise, droite, immobile. Dans son silence, il y avait une sorte de force brute, comme celle des baobabs qu'on ne voit jamais plier, seulement mourir debout. Un jeune homme en veste en jean s'approcha d'elle. « Maman, viens, on va contourner. Il y a un sentier dans la brousse. Ça va jusqu'au village de Djekoko, on peut prendre un taxi-moto là-bas, rejoindre la route principale après le barrage. » Elle le regarda, méfiante. « C'est loin ? 1 heure à pied. 2 maximum. On est plusieurs à vouloir essayer. » Elle hésita. Le car n'allait pas attendre éternellement. Le soleil allait bientôt commencer à décliner, et les militaires ne semblaient pas prêts à relâcher la pression. Elle se leva. « J'y vais. » Ils étaient 6 à s'aventurer dans la broussaille. 3 femmes, 2 jeunes hommes et elle. Chacun portait un sac, chacun portait une espérance. Le sol était craquelé, la poussière collait à leurs jambes. Les herbes hautes fouettaient leurs pagnes et leurs pantalons. Après 20 minutes, le sentier disparut, remplacé par une suite de pierres, d'épines et de petits marigots. Mais personne ne recula. Une des femmes trébucha, Aminata la rattrapa. Une autre se mit à tousser violemment. Le plus jeune des hommes marcha sur une ruche d'abeilles sauvages et cria en courant. Ils furent forcés de s'arrêter plusieurs minutes. Mais Aminata avançait toujours. Chaque pas, chaque souffle, chaque foulée dans cette terre brûlante était une prière muette pour son fils. Et puis, au loin, la fumée. Un feu, murmura l'un des hommes. Ils ralentirent. Le ciel devant eux avait pris une teinte orange, inquiétante. Une odeur de bois brûlé leur parvint, et avec elle, un nouveau coup du sort. La brousse brûlait. Quelqu'un, quelque part, avait mis le feu. Volontairement ou pas, peu importait. Le chemin était coupé. Encore. La chaleur du feu arrivait maintenant en vagues palpables. Les hautes herbes devant eux crépitaient. Des flammes oranges léchaient les troncs d'arbres maigres. Une fumée dense s'élevait en colonne, noire et tourbillonnante, obscurcissant le ciel. « On ne peut pas continuer », lança l'un des jeunes hommes, la voix tendue. « Il faut revenir sur nos pas », ajouta une des femmes, essoufflée, les yeux pleins de larmes à cause de la fumée. Mais Aminata ne bougea pas. Elle se tenait là, droite, le baluchon à la main, les yeux fixés sur les flammes. Autour d'eux, le sol craquait et une nuée d'insectes s'échappait du brasier comme s'il fuyait un châtiment divin. Il doit y avoir un autre passage, souffla-t-elle, presque pour elle-même. Le feu ne les encerclait pas encore, mais il gagnait du terrain, rapide, vorace. Le groupe se replia légèrement, à contre-cœur, marchant en reculant, s'éloignant du brasier. Soudain, un bruit sourd retentit dans la brousse, suivi d'un frémissement du sol. Un arbre, calciné à la base, s'écroula dans un fracas sec. Une pluie de braise vola dans l'air, et une flamèche atterrit sur le pagne d'une des femmes. Aminata bondit aussitôt, arrachant le tissu brûlant, le piétinant à main nue, sans un cri. « Tu es folle !» cria la femme, tremblante. Aminata la regarda dans les yeux. « Non, j'ai juste connu pire que le feu. » Il y eut un silence. Respectueux. Inconfortable. Un des jeunes hommes grimpa sur une souche pour observer. « Là-bas !» cria-t-il. Une colline dégagée. Si on monte, le vent est plus fort, le feu aura du mal à grimper. Sans attendre de réponse, Aminata emboîta le pas. Elle ne fuyait pas le feu. Elle allait simplement plus loin que lui. Le sol sous leurs pieds devenait rocailleux à mesure qu'ils grimpaient. Chaque pas semblait coûter le double d'effort. Le baluchon d'Aminata lui sciait l'épaule, mais elle refusait de le poser. C'était tout ce qu'elle possédait pour tenir jusqu'à Abidjan. Quelques habits, un savon, 2 photos et une boîte de baume aux karités. Derrière eux, la fumée s'étirait comme un serpent noir, recouvrant peu à peu la plaine. La végétation calcinée craquait, crachait ses derniers soupirs de verdure, pendant que la colline s'imposait comme leur dernier rempart. Arrivée à mi-hauteur, Aminata posa enfin une main contre un arbre. Elle reprit son souffle. La femme qu'elle avait sauvée,
Mariam la suivait, le pagne brûlé jusqu'aux genoux. Elle boitait légèrement. Maman Aminata soufflatait-elle. « Tu vas bien ?» Elle hocha la tête, sans un mot. « Tu crois qu'on va y arriver ?» « On n'a pas le droit de croire le contraire, » répondit Aminata. « Pas tant qu'on n'a pas essayé tous les chemins. » Devant eux, les jeunes avaient trouvé une clairière, un ancien champ abandonné, mangé par des mauvaises herbes et parsemé de pierres dressées. Ils s'arrêtèrent un instant pour boire à même leur sachet d'eau. Le silence était étrange, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Puis une rafale de vent souffla dans leur direction. Un feulement lointain résonna comme un avertissement. Le feu approchait de l'autre côté de la colline. Il fallait décider maintenant, redescendre et affronter les flammes dans la vallée, ou poursuivre vers l'inconnu de la crête, sans savoir s'il y avait vraiment un passage. Aminata se releva. « On continue. S'il faut creuser la terre pour passer, je creuserai. » Ils la suivirent. Sans protester. Car à ce moment précis, ce n'était plus une vieille mère en boubou qu'ils voyaient devant eux. C'était un roc. Une flamme de volonté. Un chemin vivant. Et tous savaient que s'ils s'en sortaient, ce serait par elle. Le sommet de la colline n'était pas majestueux, ni vaste. C'était une langue de terre sèche, bordée de quelques rochers et d'un arbre solitaire qui semblait avoir survécu à des saisons que personne ne comptait plus. Le vent y soufflait fort, emportant la fumée en contrebas et révélant l'ampleur du brasier derrière eux. De là-haut, on pouvait voir la route bitumée, plus loin, cette même route menant vers Abidjan. Elle semblait si proche, mais un ravin, profond et abrupt, séparait la colline de l'asphalte. Un jeune homme du groupe, celui à la veste en jean, jeta une pierre dans le vide. « Même les chèvres ne passent pas ici, » dit-il, désemparé. Aminata s'assit lentement. Elle observait l'horizon, là où le ciel touchait la terre rouge. Son regard n'était pas celui d'une femme vaincue. C'était celui d'une mère qui pesait ses options comme un général en campagne. Mariam s'approcha d'elle. « Tu veux qu'on redescende ?»« Tu peux redescendre, » répondit Aminata calmement. « Moi, j'attends. »« Attendre quoi ?»« Le vent. La nuit. La voix. » Mariam plissa les yeux. « Quelle voix ?»« Celle de mon instinct. Il me parle depuis toujours. C'est lui qui m'a poussé à partir. Il me dira quoi faire. » Le groupe ne dit rien. Certains se reposèrent à l'ombre de l'arbre solitaire, d'autres grignotèrent les restes de leurs provisions. Le temps ralentissait, suspendu à la décision d'une femme de 52 ans, au visage buriné par les années. 1 heure passa, peut-être 2, et soudain, un bruit de moteur. Tous se levèrent d'un bond. En contrebas, sur un petit chemin de latérite, un tricycle cahotait entre les pierres. Une sorte de moto modifiée avec une cabine arrière, conduite par un vieil homme en bonnet rouge. Aminata le vit la première. Elle descendit quelques mètres sur la pente, agitant son pagne comme un drapeau. Le conducteur leva les yeux. Il les vit. Il freina. « C'est un kéké », murmura Mariam. « Il peut nous aider. » Mais personne ne savait encore que cet homme connaissait Ibrahima, et qu'il ne venait pas par hasard. Le tricycle s'arrêta dans un nuage de poussière. Le vieil homme, maigre, la peau ridée comme une écorce, leva ses lunettes de soleil rayées et regarda le sommet de la colline. « Et vous voulez mourir là-haut, ou quoi ?» cria-t-il d'une voix rocailleuse. Aminata fut la première à répondre, criant à plein poumon. « On est bloqué. Le feu derrière. Le ravin devant. » L'homme soupira, descendit lentement de sa moto-triporteur, enjamba des pierres, puis disparut un moment dans un bosquet. Lorsqu'il revint, il leur montra un petit sentier invisible depuis la hauteur, dissimulé derrière des rochers couverts de lichen. « Il y a un passage, » dit-il. « Pas large, mais ça mène droit à la route. »« Tu es sûr ?» demanda le jeune en veste en jean, méfiant. « Plus sûr que la barbe du prophète, » répondit-il en souriant. Aminata le fixa, intrigué. « Comment tu savais qu'on était là ?» L'homme baissa les yeux. « Je fais cette route tous les jours. Aujourd'hui, mon cœur m'a dit de passer par ici. Ce n'est pas mon chemin habituel. Je n'ai pas su dire pourquoi. Jusqu'à maintenant. » Il fit une pause, puis fixa Aminata. « Ton nom, c'est Aminata, non ?» Elle hocha la tête, méfiante. « Et ton fils, c'est Ibrahima Keïta ?» Elle recula d'un pas, saisie. « Qui es-tu » Le vieil homme leva les 2 mains. « Je suis Kwame, un ami. Je vis dans le même quartier qu'Ibrahima. Je l'ai aidé à aller à l'hôpital après son accident. C'est lui qui m'a parlé de toi. Il m'a montré ta photo. » Le monde sembla vaciller sous les pieds d'Aminata. Elle sortit la photo chiffonnée de sa poche. « Celle-là » Kwame hocha la tête. « Exactement celle-là. Il la garde dans sa table de nuit. »
Elle sentit sa gorge se nouer. Il est en vie? Oui. Il a mal, il est fatigué, mais il tient bon. Il t'attend. À ce moment-là, le vent tourna. Une bourrasque dispersa la fumée. Le feu était encore là, mais plus bas. Le chemin que Kwame montrait brillait d'une clarté nouvelle. Aminata serra les lèvres, puis tourna vers les autres. On y va. Maintenant. Et ils suivirent tous l'homme au bonnet rouge, sans poser de questions. Le sentier était à peine une piste. Serpentant entre les buissons d'épineux et les racines noueuses, il semblait avoir été oublié par le temps. Mais il était là, bien réel, comme une veine cachée sous la peau d'une terre sèche. Kwame ouvrait la marche, son pas agile malgré son âge. Il connaissait chaque pierre, chaque trou, chaque endroit où les serpents dormaient à l'ombre. Aminata le suivait de près, gardant un œil sur Mariam, toujours légèrement boiteuse. Les autres fermaient la marche, silencieux. Le silence était étrange. Pas oppressant, plutôt sacré. Après tout, il venait de s'extirper des griffes du feu, de la folie militaire, de l'oubli. Au bout d'une heure de marche, ils atteignirent enfin la route. Pas une autoroute, mais un long ruban d'asphalte, fissuré et poussiéreux, qui portait la promesse d'Abidjan. À quelques kilomètres de là, un petit garage improvisé servait de station de taxi-brousse. Kwame se tourna vers le groupe. C'est ici qu'on se sépare. Moi, je retourne chercher d'autres vivants sur ce sentier. Vous, allez là où vos pas vous mènent. Aminata s'approcha. Tu es envoyé de Dieu, mon frère. Il hocha la tête sans vanité. Non, sœur. Je suis juste quelqu'un qui écoute quand le vent parle. Il sortit de sa poche une petite enveloppe blanche. Tiens, Ibrahima m'a donné ça. Si je te croisais un jour. Il pensait que tu ne viendrais jamais jusqu'ici. Il pensait que c'était trop loin, trop dangereux. Aminata prit l'enveloppe. Ses doigts tremblaient. Elle l'ouvrit doucement. À l'intérieur, une simple lettre, écrite d'une main mal assurée. Maman, si jamais tu viens, sache que je ne mérite pas ton amour, mais j'en ai besoin plus que jamais. Je t'attends, même si c'est de l'autre côté du monde. Ses jambes fléchirent. Elle s'accroupit. Pas de larmes. Mais son souffle, lui, se brisa. Un des jeunes du groupe lui tendit la main. On est plus loin maintenant, maman. Elle se releva, redressa son baluchon. Et cette fois, ce n'était plus l'instinct qui la guidait. C'était la voix de son fils. Le taxi-brousse était un vieux Peugeot 504 bâché, couvert de poussière, avec une banquette arrière rafistolée à la corde et un plafond qui pendait. Mais pour Aminata, c'était un trône sur roue. Une promesse mobile. Le chauffeur, un homme à la voix cassée par les années de klaxons et de palabres, leur fit signe. Abidjan, dernière place. 3000 francs, pas un de moins. Un des jeunes tendit l'argent sans discuter. Il avait insisté pour payer le billet d'Aminata. Tu nous as tous fait sortir du feu, avait-il dit. Elle avait voulu refuser. Il avait insisté. Ils montèrent. Aminata s'assit côté fenêtre et regarda la route. Il restait 200 kilomètres. 200 petits morceaux de distance entre elle et son enfant. 200 souffles de terre, de goudron, de sueur. La voiture démarra dans un grondement rauque. Les paysages changeaient à vue d'œil. Les forêts laissaient place à des zones urbaines. Les champs desséchés cédaient la place aux quartiers populaires, puis aux stations pleines de klaxons et de fumée noire. Mais chaque bruit, chaque lumière, chaque odeur, ne faisait qu'intensifier une seule chose dans son cœur, l'attente. Mariam s'était endormie, la tête posée contre le dossier. Aminata, elle, restait éveillée. Elle tenait toujours la lettre d'Ibrahima dans sa main, froissée, imbibée de sueur. Son esprit retournait 1000 fois les mêmes phrases. « Je ne mérite pas ton amour ». Elle se demandait ce que cela voulait dire. Qu'avait-il fait? Était-ce simplement la douleur qui lui faisait écrire cela? Ou bien, y avait-il quelque chose qu'elle ne savait pas encore? À mesure que les kilomètres défilaient, son cœur, lui, ralentissait. Comme s'il anticipait que l'arrivée ne serait pas une fin, mais une nouvelle épreuve. Et quand enfin le taxi-brousse franchit le panneau « Bienvenue à Abidjan », elle sentit son estomac se nouer. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Ibrahima n'était pas à l'hôpital où on lui avait dit de venir. Et qu'une nouvelle attente venait de commencer. Abidjan. Le nom même vibrait dans l'air comme un tam-tam urbain. Une cacophonie de klaxons, de voix fortes, d'odeurs d'essence et de poissons frits. Des immeubles trônaient au-dessus des marchés, les câbles électriques s'entremêlaient comme des lianes folles, et des foules compactes avançaient dans tous les sens. Le taxi-brousse s'arrêta brusquement au grand carrefour de Yopougon-Siporex. « Terminus !» cria le chauffeur. Aminata descendit, tenant son baluchon d'une main, la lettre froissée de l'autre.
Mariam lui serra la main. Je continue de mon côté, maman. Que Dieu te guide. Aminata hocha la tête. Elle ne s'était connue que 2 jours. Mais dans les yeux de Mariam, il y avait une sœur. Elle marcha ensuite seule à travers les rues, demandant de porte en porte où se trouvait l'hôpital municipal. Elle finit par le trouver, un grand bâtiment peint en blanc sale, avec des couloirs où l'humidité semblait suinter des murs. Elle entra, salua le gardien, se présenta. Mon fils. Ibrahima Keïta. Accident de moto. Il est ici? L'homme consulta un vieux cahier aux pages cornées. Puis il leva les yeux vers elle. Il a été transféré. Il n'est plus ici. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Transféré? Où? À l'hôpital universitaire de Cocody. Il y a 3 jours. Il avait besoin d'une intervention. Urgente. Elle acquiesça lentement. Il n'y avait pas de place pour l'émotion ici. Juste l'endurance. Mais quand elle se retourna pour sortir, une voix retentit derrière elle. Maman Aminata? Elle se figea. Un jeune homme en blouse blanche, visiblement interne, s'approchait. Il tenait un téléphone en main, le lui montra. Sur l'écran, la photo d'elle, prise lors d'une fête à Ségou, il y a 5 ans. Avec Ibrahima. Il m'a dit que si vous veniez, je devais vous conduire moi-même. Elle sentit ses jambes faiblir à nouveau. Mais cette fois, la chance, ou le destin, était avec elle. Il lui fit signe. Venez. Je vous emmène à Cocody. Et une fois encore, Aminata reprit la route. Mais cette fois, avec l'impression que quelque chose, ou quelqu'un, guidait ses pas. Le jeune médecin s'appelait Dr Issa Traoré, interne en chirurgie, à peine plus âgé qu'Ibrahima. Il parlait vite, avec l'enthousiasme de ceux qui portent encore l'espoir dans leur poche. Ibrahima m'a parlé de vous chaque jour depuis son transfert. Il disait que vous étiez la seule raison pour laquelle il devait guérir. Il a survécu à l'accident, mais il a eu une 2e opération lourde. Il est sous sédation depuis hier. Aminata ne répondit rien. Elle se tenait droite, les traits tirés, les épaules tendues. Chaque mot du médecin frappait en elle comme un tambour lointain. La voiture glissa à travers les artères d'Abidjan, passant devant les hauts murs d'ambassade, les universités bondées, les taxis débordant de passagers. Et puis enfin, l'hôpital universitaire de Cocody apparut. Immense, gris, bourdonnant d'activité. Le docteur Issa l'amena jusqu'au 3e étage, pavillon chirurgical. Ils longèrent des couloirs blancs aux néons clignotants. Aminata marchait lentement, comme si chaque pas l'éloignait d'une peur et la rapprochait d'une vérité qu'elle n'était pas sûre de vouloir entendre. Ils s'arrêtèrent devant la chambre 314. Il est là. Aminata prit une grande inspiration. Puis elle entra. Ibrahima était là. Allongé. Fragile. Un bandage au ventre. Des perfusions. Une respiration profonde, mécanique. Mais vivant. Elle s'approcha, doucement. Elle posa son baluchon au sol, s'assit à côté du lit. Elle prit sa main. Elle était tiède. « Mon fils » murmura-t-elle. Son cœur battait comme jamais. Elle aurait pu s'effondrer. Crier. Pleurer. Mais elle resta calme. Solide. Comme toujours. Le jeune médecin regardait la scène de loin. Puis il s'effaça, refermant la porte doucement. Seul, dans la chambre, il y avait une mère et un fils. Un voyage et une attente. Une blessure et une foi. Et même si Ibrahima ne pouvait pas encore parler, son souffle disait déjà tout. La nuit tomba sur Abidjan comme une chape humide. Les néons de l'hôpital jetaient des halos bleutés sur les murs, pendant que les couloirs devenaient calmes, presque endormis. Aminata n'avait pas bougé. Assise sur la chaise métallique à côté du lit, elle veillait. Les minutes s'égrenaient comme des grains de chapelet entre ses doigts. Elle ne priait pas à voix haute. C'était un dialogue intérieur, profond, entre elle et ce Dieu silencieux qu'elle avait toujours porté. À 3h12 du matin, quelque chose changea. Un soupir plus profond. Un léger mouvement des doigts. Elle leva la tête. Ibrahima fronçait les sourcils, ses lèvres bougeaient à peine. « Maman » murmura-t-il, dans un souffle. Elle se leva d'un bond, penchée sur lui. « Je suis là, mon fils. Je suis venu. » Jusqu'au bout. Il ouvrit les yeux avec difficulté. Ils étaient rouges, embués, mais bien vivants. Il tenta de sourire, mais son visage tressauta de douleur. « Je t'ai fait venir dans tout ça. Le feu. Le chemin. Tu aurais pu. Mourir » coupa-t-elle doucement. Elle lui prit la main à 2 mains. « Mourir. Je le fais un peu chaque jour sans toi. Vivre, c'est marcher vers toi. Même s'il faut traverser le feu. » Il ferma les yeux. 2 larmes roulèrent sur ses tempes.
Je ne méritais pas que tu viennes. Elle soupira, caressant sa main calleuse. Peut-être pas. Mais l'amour d'une mère, ce n'est pas une récompense. C'est une dette qu'on paie avec le cœur. Ils restèrent ainsi un moment, dans un silence habité. Elle, debout, les yeux pleins de larmes qu'elle refusait de laisser tomber. Lui, allongé, plus vivant que jamais. Le moniteur cardiaque battait lentement, régulièrement. Comme un chant discret du destin. Comme un souffle revenu de loin. Et dans ce silence de chambre d'hôpital, un miracle venait d'avoir lieu. Il était revenu à la vie. Parce qu'elle avait marché 800 km pour le retrouver. Le jour s'était levé timidement sur la ville. À travers les vitres poussiéreuses de la chambre 314, une lumière douce filtrait, caressant les draps blancs et le visage encore pâle d'Ibrahima. Aminata, toujours là, tenait maintenant une bassine d'eau tiède. Elle y trempa un linge propre, qu'elle passa doucement sur le front de son fils. Il la regardait sans parler. Elle non plus ne disait rien. Mais derrière leur regard, une tension flottait. Une vérité. Quelque chose qu'il n'avait pas encore osé prononcer. « Maman » murmura-t-il, presque coupable. « Je ne t'ai pas tout dit. » Elle cessa de frotter, releva doucement la tête. « Je t'écoute. » Il prit une profonde inspiration. L'accident, c'était pas juste une chute. C'était à cause de ceux à qui je dois de l'argent. J'ai fait des choses mauvaises. Des trucs que papa ne t'aurait jamais pardonné. Elle ne répondit pas. J'ai menti à beaucoup de gens. J'ai fugué, volé parfois. Pour survivre, disais-je. Mais la vérité, c'est que j'ai eu honte. J'avais l'impression de salir tout ce que tu avais sacrifié pour moi. Il se mit à pleurer doucement. Pas bruyamment. Comme un enfant pris en faute. Aminata s'assit au bord du lit. Écoute-moi bien, Ibrahima. Il n'y a rien que tu puisses faire dans ce monde qui m'éloignera de toi. Tu crois que je suis venu pour voir un garçon parfait? Non. Je suis venu voir mon fils. Blessé, perdu, endetté, ou vivant. C'est tout ce qui m'importe. Il la regarda longuement. Tu n'as jamais eu peur, maman? Même pas une fois? Elle sourit, pour la première fois depuis qu'ils s'étaient retrouvés. Si. J'ai eu peur. Chaque seconde. Mais je t'ai aimé plus fort que cette peur. Et dans ce petit carré d'hôpital, sans fleurs ni visiteurs, s'échangea ce que des années de lettres, de silence et de regrets n'avaient pas su guérir. Le pardon. La matinée avançait. Dans la chambre 314, les machines continuaient de pulser tranquillement. Ibrahima s'était rendormi, apaisé, la main d'Aminata toujours posée sur la sienne. Mais à l'extérieur de ce sanctuaire silencieux, le monde bougeait. Un infirmier entra discrètement. « Maman, il y a des gens qui vous demandent en bas. Ils disent qu'ils sont venus pour Ibrahima. » Aminata se leva, sourcils froncés. « Quels gens? » 2 hommes. Pas très polis. Ils veulent parler de dette. De compensation. Elle sentit le sang se figer dans sa poitrine. Ils savent qu'il est ici? L'infirmier hocha la tête. Visiblement. Et ils disent qu'ils reviendront avec plus de monde si besoin. Aminata jeta un regard vers Ibrahima. Il dormait profondément, le visage paisible. Mais dehors, le danger recommençait à rôder. Elle descendit doucement dans le hall. Les 2 hommes l'attendaient. Habillés simplement, mais leurs yeux étaient tranchants comme des rasoirs. Le genre d'homme qui ne venait pas parler. Mais imposé. « Bonjour, vieille mère », dit l'un d'eux, un sourire faux aux lèvres. « On vient régler une vieille histoire. Mon fils est à l'hôpital. Il est entre la vie et la mort. Ce n'est pas le moment. Justement, c'est maintenant qu'il faut réfléchir. La dette ne dort pas, madame. Et vous êtes là, alors, vous payez ?» Elle les regarda longuement. Dans son regard, pas de peur. Juste le poids d'une femme qui en avait vu plus que leurs petites menaces. « Vous me suivez jusqu'ici? Même ici, il nous doit 5 millions. » Et il a signé. Le contrat est clair. Elle inspira lentement. « Et si je vous dis que je n'ai rien ?» L'un d'eux haussa les épaules. Alors lui, il n'a plus rien non plus. Et vous non plus. À cet instant, une main se posa sur son épaule. C'était Dr Issa. Il avait entendu toute la conversation. Il murmura. « Rentrez. Je m'en occupe. » Mais, rentrez, maman. Elle le fixa. Un garçon. À peine un homme. Et pourtant, elle comprit. C'était le fils de quelqu'un, lui aussi. Elle remonta. Derrière elle, le dehors bouillait. Mais dedans, elle n'avait plus peur. Parce que maintenant, elle n'était plus seule. De retour dans la chambre 314, Aminata s'adossa doucement contre le mur, les bras croisés sur sa poitrine.
Ibrahima dormait encore, son souffle stable, mais son visage restait inquiet, comme si son inconscient continuait à fuir des choses qu'il n'avait pas encore osé affronter. Le docteur Issa entra discrètement, refermant la porte derrière lui. « Ils sont partis », murmura-t-il. « Pour de bon ? Pour aujourd'hui. Mais ce genre de gens, ils reviennent. Comme les mouches après la pluie. » Aminata hocha lentement la tête. Elle n'était pas surprise. « Je vais devoir payer », dit-elle simplement. D'une façon ou d'une autre. Le médecin s'assit sur la chaise près d'elle, la regardant longuement. « Vous n'avez pas à porter tout ça seul. Je suis sa mère. » Justement, ce n'est pas une croix qu'on porte à une seule épaule. Elle tourna les yeux vers lui, intriguée. « Vous avez une mère, docteur Issa ?» Il sourit doucement. « J'en ai deux. Une qui m'a mis au monde. Et une qui m'a élevé quand l'autre est morte. Une vieille tante qui ne m'a jamais laissé tomber. Quand je vous vois, je la vois. » Il fit une pause. « Alors si vous me permettez, aujourd'hui, je serai aussi le fils d'une femme qui a marché 800 km pour sauver le sien. » Elle sentit sa gorge se nouer. Lentement, elle hocha la tête. « D'accord, Issa. Aujourd'hui, tu es mon fils. » Et dans cette chambre d'hôpital, entre un garçon blessé, une mère épuisée et un médecin au cœur grand, naquit une petite famille de fortune. Une alliance de ceux que la vie n'avait pas épargnés, mais qui avaient choisi de se porter les uns les autres. Et quand Ibrahima se réveilla à nouveau, il découvrit que son combat ne se ferait plus seul. Le 3e jour à l'hôpital, Ibrahima se redressa pour la première fois. Son dos lui faisait mal, sa cicatrice le tirait, mais ses yeux étaient clairs. Aminata l'aida à s'asseoir. Il ne protesta pas. Il accepta ses gestes, comme un enfant reconnaissant d'être encore là. « Tu vas devoir rester ici encore une semaine », lui dit docteur Issa, posant une main rassurante sur son épaule. L'opération a été un succès, mais il faut surveiller le pancréas. Ibrahima acquiesça, silencieux. Mais ce jour-là, il demanda à parler. Longtemps, pour vider son cœur. Il parla de la drogue, de l'argent facile, des promesses de ville qui se transformaient vite en dette et en trahison. Il parla de l'orgueil, de la honte, et surtout du moment exact où tout avait basculé. Un soir, sous la pluie, quand il avait signé un papier sans lire, croyant que ce serait une solution. Aminata écouta tout. Elle ne l'interrompit jamais. Pas une seule fois. Quand il eut fini, il se mit à pleurer. Et cette fois, elle pleura avec lui. Pas par faiblesse, mais parce que pleurer ensemble, c'était la première brique de ce qu'ils allaient reconstruire. Puis, doucement, elle sortit un petit carnet de son baluchon. « Tiens, ton père écrivait dedans. C'était pour toi. Il disait que tu devrais l'ouvrir quand tu serais prêt. » Ibrahima prit le carnet avec lenteur. Il en tourna la première page. « À mon fils, le monde te cognera plus fort que moi. Mais ton nom est un arbre. Tiens-toi droit, même sous l'orage. » Et dans ce moment-là, entre les murs gris d'un hôpital ivoirien, 3 générations se rencontrèrent. Un homme mort, un fils en vie, une mère éternelle. Le soir était tombé sur Abidjan, silencieux comme un voile de coton. Dans la chambre 314, seule une petite lampe de chevet éclairait les visages fatigués mais éveillés d'Aminata et Ibrahima. Il tenait toujours le carnet de son père, entre ses doigts fins. Le cuir en était craquelé, la couverture usée. Ce n'était pas un carnet flamboyant, mais c'était un héritage. Il ouvrit à une autre page, et lut à haute voix, sa voix brisée par l'émotion. « Ne cherche pas la grandeur dans le regard des autres. Cherche-la dans les silences que tu choisis de respecter. J'ai rêvé de toi bien avant ta naissance. J'ai prié pour toi. Tu étais mon courage. » Ibrahima s'arrêta. Aminata l'observait, assise au bord du lit. Il t'aimait plus que sa propre parole. Il parlait de toi-même dans ses derniers instants. Il disait, « Notre fils a le feu en lui, mais il ne sait pas encore s'en servir. » Ibrahima ferma les yeux. « Je l'ai trahi, maman. Non, tu as juste oublié qui tu étais. Et moi, je suis venu te le rappeler. » Il hocha la tête, lentement. « Tu crois que je peux changer ?» Elle tendit la main et caressa doucement sa joue. « Ce n'est pas que je crois, c'est que je sais. » Un silence s'installa, doux, protecteur. Puis, comme un murmure du destin, le carnet tomba de ses mains, ouvert sur une page qu'il n'avait pas encore lue. Une page qui ne portait pas les mots du père, mais ceux de la main d'Aminata. « Si un jour tu te perds, mon fils, sache que je serai toujours sur le chemin. Même si tu marches loin, même si tu tombes, je viendrai. Jusqu'au bout. » Ibrahima la regarda, les yeux embués. « Tu avais lu ce carnet ? » ?»« Non. Mais je savais que ce jour arriverait. Alors, j'ai écrit aussi. Un jour. Pour toi. »
Et dans la chambre 314, ce soir-là, la lumière ne venait pas de la lampe. Elle venait d'eux. 2 jours passèrent. Ibrahima reprenait des forces. Chaque matin, il parvenait à marcher quelques pas de plus dans le couloir de l'hôpital. Aminata le soutenait, pas à pas, avec une patience forgée par la terre et le feu. « Tu tiens mieux aujourd'hui » constata-t-elle. « Grâce à toi, maman. » Et, grâce à lui, ajouta-t-il en désignant le carnet posé sur la table. Elle sourit sans répondre. Mais l'extérieur, lui, ne restait pas silencieux. Docteur Issa les avait mis en garde. Les créanciers ne comptaient pas abandonner. Et Aminata le savait, la paix dans le cœur ne signifie pas toujours la paix dans le monde. Ce matin-là, elle sortit seule, pendant qu'Ibrahima dormait. Elle avait demandé à Issa de rester avec lui. Elle avait une destination, la petite radio communautaire du quartier. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris une chose. Ce que l'on affronte seul se répète. Ce que l'on dit à voix haute peut changer. Elle entra dans le studio modeste, parla au présentateur, expliqua calmement son histoire. Et ce jour-là, sa voix passa sur les ondes de Cocody. Je m'appelle Aminata Keïta. J'ai marché 800 km pour retrouver mon fils blessé. Aujourd'hui, des hommes veulent qu'il paie une dette qu'il a faite dans la peur, la honte et la jeunesse. Il a fauté, oui. Mais il guérit. Il change. Et si personne ne croit à la rédemption, alors pourquoi prions-nous encore? Le silence dans la cabine fut total. Le présentateur, ému, lui tendit la main. Vous venez de toucher toute la ville, maman. Et peut-être plus. Elle rentra à l'hôpital plus légère. Et le soir même, un avocat se présenta. Il avait entendu l'émission. Et il voulait aider. Le lendemain matin, Aminata s'était réveillée avant tout le monde, comme toujours. Elle avait nettoyé la chambre d'un geste discret, rafraîchi le front d'Ibrahima, laissé une prière muette s'ancrer dans le plafond. Et puis, on frappa à la porte. C'était Maître Ndiaye, l'avocat qui avait entendu son témoignage à la radio. J'ai consulté le dossier, dit-il, en posant une fine mallette sur la table. Ce contrat qu'ils lui ont fait signer est illégal. Clauses abusives, taux usuraires, intimidation. Ça ne tiendrait pas une heure devant un tribunal. Aminata le regarda, sans émotion. Mais ils vont revenir. Ils peuvent. Mais maintenant, ce n'est plus lui contre eux. C'est la loi contre eux. Elle serra les dents. Pas par peur, mais par soulagement contenu. Ibrahima, affaibli, l'écoutait de son lit. Je vais devoir parler devant des gens? Oui, répondit l'avocat. Mais tu ne seras pas seul. Et effectivement, 3 jours plus tard, dans une petite salle de tribunal de quartier, le jeune homme marcha jusqu'au pupitre, une béquille à la main et le carnet de son père dans la poche. Dans la salle, une foule silencieuse. Des gens venus parce qu'ils avaient entendu la voix d'Aminata. Des femmes. Des jeunes. Des mères. Des inconnus. Et elle, dans la première rangée, tenait un chapelet et ne clignait pas des yeux. Ibrahima parla. Honnêtement. Il ne nia rien. Il expliqua sa peur, sa fuite, sa faiblesse. Puis Maître Ndiaye parla. Il présenta les preuves. Les abus. Les menaces. Et quand ce fut terminé, le juge, un homme au regard fatigué, leva les yeux. Le tribunal reconnaît que le contrat est nul. Le jeune homme est innocent des poursuites. Un murmure traversa la salle. Aminata ne pleura pas. Mais elle serra son chapelet un peu plus fort. Son fils n'était pas seulement guéri du corps. Il était libéré de la honte. 3 semaines plus tard, un car poussiéreux quitta la grande gare routière d'Abidjan. Il roulait lentement, cahotant sur la terre rouge des routes fatiguées. À bord, les passagers somnolaient, mangeaient du pain sucré ou regardaient l'horizon défiler. Aminata, elle, était assise côté fenêtre. Ibrahima, à ses côtés. Toujours en convalescence, mais debout. Vivant. Transformé. Il tenait son baluchon sur les genoux. Elle, son carnet. Le même. Ils avaient décidé ensemble. Rentrer chez eux. Pas pour fuir. Mais pour commencer autrement. Tu es sûr de vouloir revenir à Ségou? Lui demanda-t-elle, sans insister. Là-bas, j'ai tout gâché. Là-bas, je vais réparer. Elle hocha la tête. Et tu feras quoi? Il tourna les yeux vers elle, un sourire timide aux lèvres. J'ai une idée. Je veux ouvrir un atelier. Pour réparer les motos, les vélos, comme celle qui m'a mis à terre. Cette fois, je les relèverai. Elle ferma les yeux un instant. Un vent chaud entrait par la fenêtre. Ton père aurait aimé ça. Et toi? Moi, je suis déjà fier. Quand ils arrivèrent à Ségou, le soleil baignait les murs de Banco. Les enfants couraient pieds nus.
Les manguiers dansaient sous le vent. Et devant la vieille porte de leur maison, Baba, le voisin, les attendait, une canne à la main. Aminata, on dirait que tu es revenu de la guerre, lança-t-il en riant. C'en était une, répondit-elle. Mais j'ai gagné. Et dans la cour de leur maison, sous le ciel rougeoyant, elle étendit un pagne propre. Ibrahima s'assit à côté. Il prit un marteau. Il ne fuyait plus. Il bâtissait. Les premiers jours à Ségou furent remplis d'un étrange silence. Pas celui de la honte, mais celui de l'attention. Du village qui observe. Qui jauge. Qui se souvient. Certains voisins regardaient Ibrahima du coin de l'œil. Il était celui qui était parti sans prévenir, celui dont on murmurait le nom dans les concessions. Mais il ne détourna pas le regard. Il saluait. Il tendait la main. Il restait debout. Aminata, elle, reprenait ses habitudes. Puiser l'eau tôt le matin, faire sécher les feuilles de moringa, recoudre les vêtements des enfants du quartier. Mais désormais, son dos semblait plus droit, son pas plus ferme. Un matin, Ibrahima se leva avant l'aube. Il s'installa dans l'ancien abri de son père, une cabane de tôle rouillée au fond de la cour. Il nettoya. Il répara. Il installa une table. Un outil. Puis un autre. Et une pancarte, écrite à la craie. Atelier Keïta, réparation, rédemption et résilience. Les premiers jours, personne ne vint. Puis un jeune garçon poussa une vieille bicyclette. Puis une femme, avec un moulin à moudre coincé. Et enfin, un vieux homme, avec une radio cassée. Chaque fois, Ibrahima réparait. Lentement. Avec soin. Et à la fin, il ajoutait toujours un mot. Merci. Pas juste pour la pièce, mais pour la chance. Les murmures changèrent. Les regards aussi. Il n'était plus celui qui était tombé. Il devenait celui qui s'était relevé. Un soir, alors que le soleil se couchait et peignait les murs d'or, Aminata vint le voir dans l'atelier. « Tu es fatigué ? Heureux ?» répondit-il. Elle lui tendit un sachet d'eau fraîche. Il le prit, but une gorgée, puis murmura. « Maman, j'ai compris. Le voyage que tu as fait pour moi, ce n'était pas juste pour me sauver. C'était pour me rendre à moi-même. » Elle sourit. « Et toi, tu m'as rendu à la vie. » Le soir était tombé sur Ségou, avec cette lenteur particulière qu'ont les villages lorsque le vent descend du fleuve. Les lampes à pétrole s'allumaient une à une, et les enfants jouaient encore à l'ombre des baobabs. Aminata était assise devant la maison, tressant des nattes qu'une voisine lui avait confiées. Elle ne parlait pas. Elle écoutait. Le chant des grillons. Le bruit du marteau d'Ibrahima au fond de la cour. Et la paix. Son voisin Baba vint s'asseoir près d'elle. « Tu as vieilli, Aminata. » Elle rit doucement. « Et toi, tu respires encore. On est quitte. » Il lui lança un regard malicieux. « Tu sais, on parle de toi. Du voyage. De la radio. Même jusqu'à Bamako. » Elle haussa les épaules. « Qu'il parle. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et lui, Ibrahima, il fait ce qu'il doit. Le reste, c'est entre lui et Dieu. » Au même moment, dans l'atelier, Ibrahima écrivait dans un carnet. Pas celui de son père. Le sien. « Aujourd'hui, j'ai réparé 3 vélos et un moulin. J'ai dit merci à chaque client. Mais surtout, j'ai regardé maman marcher, droite, au milieu de la cour. Et j'ai compris que je suis en vie. » Il referma le carnet. Le posa dans une boîte, à côté du marteau de son père. Puis il sortit. « Maman, » appelait-il doucement. Elle se retourna. « Demain, je veux qu'on aille planter un arbre. Dans la cour. Un baobab. Pour tout ce que tu as traversé. Pour ce que je suis devenu. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle fixa le ciel où les étoiles commençaient à apparaître. « D'accord, » dit-elle. « Mais pas pour moi. Pour ceux qui viendront après. Pour qu'ils sachent qu'un jour, une mère a marché 800 kilomètres. Et que son fils s'est tenu droit. » L'aube, ce matin-là, était différente. Plus douce. Plus vaste. Comme si la terre elle-même voulait retenir le souffle du monde un peu plus longtemps. Aminata et Ibrahima étaient debout, côte à côte, au centre de la cour. Entre eux, un petit trou creusé dans la terre rouge. Et dans leurs mains, un jeune plant de baobab. Autour, quelques voisins s'étaient rassemblés. Pas pour faire du bruit, mais pour témoigner. De ce moment. De cette femme. De ce fils. Aminata posa d'abord la main dans la terre. Puis Ibrahima. Ensemble, ils y déposèrent l'arbre. Il grandira lentement, dit-elle. Très lentement. Comme moi, répondit-il. Ils recouvrirent les racines, versèrent l'eau fraîche dans le sol,
et restèrent là, debout, en silence. Le vent se leva. Et Aminata dit enfin, « Quand je suis parti, je croyais que je marchais vers la fin. Mais aujourd'hui, je comprends. Je marchais vers le début. » Ibrahima prit une inspiration longue. Un jour, je raconterai cette histoire à mes enfants. Et je leur dirai que ma mère n'a pas seulement traversé la distance. Elle a changé le temps. Aminata sourit. Les rides autour de ses yeux formaient une carte. Une carte de courage. Une carte d'amour. Et dans la cour de leur maison, sous un ciel neuf, un arbre venait d'être planté. Un arbre qui porterait, pour toujours, la mémoire du voyage. Et la preuve que l'amour va jusqu'au bout.